Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Tout de suite, les titres. Dépolitisation de l'administration publique. Nous reviendrons sur l'adoption du projet de loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Début de solution à un problème réel. Que peut concrètement le nouveau texte? Nous vous proposons un premier plateau sur ce récent encadrement sur la question. Et puis, protestation des populations installées sur la bande servitude de la Sonature. L'Office national du contrôle des aménagements et de construction menace de procéder à la démolition des bâtiments illégalement construits sur le terrain à partir de fin mars. Yacouba Siko, le directeur général de l'Office, sera sur ce plateau pour des éclairages. Et enfin sport, 24e journée du championnat national de Ligue 1, un face-à-face AS Police Asfa Yenega, remporté par la vieille dame. Ainsi, l'Asfa Yenega prend une bonne option pour son maintien. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. Restez donc avec nous pendant 1h30 et nous parlons politique, c'est après ce carton. Jeudi dernier, 16 mars, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté le projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie. Ce vote a eu lieu après plusieurs amendements, dont le changement de l'intitulé du texte. Le projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie devient donc projet de loi portant renforcement de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique. Les 68 votants du jour, ils sont allés donc à l'unanimité pour adopter ce projet. Nous revenons sur la journée de jeudi à l'Assemblée législative de transition avant des échanges sur ce plateau. Adopté. Voilà qui devrait mettre fin aux promotions fondées sur l'appartenance politique, au regroupement à caractère politique dans l'administration publique burkinabé, au favoritisme, aux absences dans l'administration, aux fins de participer à des activités politiques. La loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique a été votée à l'unanimité de 68 votants du jour à l'Assemblée législative de transition. Une loi qui, selon le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, vise à rendre l'administration publique performante et plus productive. Le texte n'interdit pas la mise en place des centres religieux, églises ou musulmans dans l'espace administratif. Ce n'est pas ce que le texte dit. Mieux, le texte n'est pas là pour régenter la façon dont il faut gérer la religion dans l'espace administratif. Il y a un texte qui porte sur la religion. Ce n'est pas ce texte-là. Le texte qui porte sur la religion, c'est au niveau du ministère de l'administration territoriale. Donc j'invite à ce qu'on ne fasse pas d'amalgame. Le texte ne parle pas de ça. Le texte dit il ne faudrait pas que j'utilise mon espace religieux au niveau du service ou ce que je porte comme habits et autres pour servir parallèlement un parti politique qui estime qu'à un moment donné, il ne peut plus s'afficher officiellement. C'est pour certains députés, cette loi n'avait pas sa raison d'être et qu'il faut plutôt désyndicaliser l'administration publique. Pour d'autres, elle a le mérite d'être un garde-fou face au recrutement et nominations partisans. Selon le ministre Bassolma Bazié, il ne s'agit pas d'exclure les politiques ou les militants de partis politiques au poste public. Je pense que le texte ne parle pas d'apolitisme, ne traite pas ces questions. Le texte ne dit pas que le travailleur de la fonction publique ne doit pas être un politique. Attention, autant même que nous sommes ici, qu'on appartient à un parti politique ou pas, nous sommes tous des politiques. Et la façon d'agir au quotidien est politique. Organiser ton salaire là, c'est politique. C'est au niveau militaire, l'institution militaire, on dit qu'elle est à la disposition du chef de l'État qui est un politique. Je viens de dire antérieurement que le chef de l'État n'appartient plus à son parti politique. Il est un homme d'État qui appartient à tous les Burkinabés. Et en même temps, on dit que les forces de défense et de sécurité, dans le principe, doivent nécessairement rester neutres. Mais quelle garantie donne le gouvernement de la transition que cette loi ne sera pas modifiée par le prochain gouvernement? La Constitution appartient au peuple. Et c'est au peuple de se donner les voies et moyens pour que les choix qu'il a pu s'opérer dans le sang, la sueur et les larmes puissent prévaloir. Et de toute façon, la même constitution là. Dans la transition, nous sommes en train de voir la possibilité de la relire. Ça veut dire un texte en lui-même est perfectible en fonction des moments. La constitution elle-même, elle est perfectible.
Donc si la Constitution est perfectible, ce n'est pas une loi qui n'est pas perfectible. Et de ce point de vue, c'est de voir qu'est-ce que nous nous sommes donnés comme devoir face à l'histoire et qu'il faut assumer. Avant son adoption par les députés de l'Assemblée législative de transition, l'avant-projet de loi porté par le ministère de la fonction publique avait été adopté en Conseil des ministres le 30 novembre 2022. Intitulé au départ projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie, le titre a été changé sur proposition de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. Un amendement accepté par les députés pour ne retenir désormais que l'intitulé projet de loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Parlons donc de ce projet de loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Le projet a été voté, panacée bienvenue pour éradiquer une vraie gangrène, utopie. Y a-t-il des limites objectives à la démarche ou simplement quelle implication pour sa réussite? Nous vous promotions un plateau sur la question, le premier de ce JDS, et nous sommes avec Dr Olo Pépin-Yen. Il est sociopolitologue, chercheur au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Tahirou Bari, président du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Geoffroy. Nous sommes aussi avec Moussa Diallo, il est secrétaire général de la CGTB, entendue Confédération Générale du Travail du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Et le dernier visage, c'est Dr Aboubakar Sango, maître assistant de droit public à l'UFR Sciences juridiques et politiques à l'université Thomas Sankara. Bonsoir docteur. Bonsoir. On a tous suivi le reportage qui retrace comment jeudi, donc le projet de loi a lui été adopté à l'unanimité de ceux qui étaient à cette assemblée législative de transition. Moi, la première question, on a tous vu l'intitulé lui-même. Il a été changé. Et puis, pour finir, on a cette adoption à l'unanimité. Est-ce que cette dépolitisation, qui pour certains, en tout cas, est souhaitable, c'est encore souhaitable, il y a une question, est-ce qu'elle est vraiment réalisable? Et puis, est-ce que pour vous, et même le process pour aboutir à ce texte-là n'a pas été un long fleuve tranquille? Quelle lecture vous faites de tout cela pour qu'on aboutisse à ce texte-là? Je vais commencer par Dr Olo Pépin-Yen. Ok, merci. Effectivement, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la loi qui a été votée donc, à l'ALT, l'Assemblée législative de transition, portant sur la dépolitisation de l'administration et le renforcement de la méritocratie. Donc c'était l'intitulé du projet de loi. Et je pense qu'au final, ce qui a été retenu, c'est la neutralité donc, de l'administration. Effectivement, parler de dépolitisation, et du point de vue théorique, c'est un concept qui n'est pas opératoire. Ce n'est pas du tout opératoire dans la mesure où si la politique, c'est l'exercice d'un pouvoir dans un État en vue donc d'atteindre des buts collectifs, l'administration devient ici un auxiliaire donc, du pouvoir politique. Donc en tant qu'auxiliaire du pouvoir politique, on ne sait pas comment créer une ligne de démarcation nette entre ce qui est politique et ce qui est politique, pouvoir et administration. Donc cette démarcation donc, est artificielle à mon sens et même illusoire. Voilà, du reste, et en ce qui concerne donc l'intérêt d'adopter ce texte, cette loi, et je pense que ça traduit ici un problème réel au sein de l'administration, voilà, avec une sorte de confusion entre ce qui doit être des activités politiques partisanes et ici ce qui doit donc rester donc du service public. Voilà. Et donc c'est un peu ça. On a vu de par le passé, voilà, comment donc des acteurs politiques arrivent à instrumentaliser ou à exploiter les ressources administratives, voilà, à des fins donc de propagande politique. Donc pour moi c'est un problème réel qui a été posé et donc la réflexion a débouché sur ce projet de loi et qui a été finalement voté. Maintenant, moi, là où peut-être je pose le problème, c'est au niveau même de la procédure. Voilà, il aurait fallu ici quand même que la réflexion soit élargie. Parce que quand même, c'est une question d'intérêt national et qui concerne l'administration. Et quand on parle de l'administration publique, quand même, ça ne se résume pas à quelques services ou quelques acteurs. Donc pour moi, il aurait fallu élargir la réflexion et à tous les acteurs donc, de l'administration pour d'abord faire un diagnostic de la question
et ensuite maintenant proposer donc des solutions afin que l'administration puisse réellement avoir son statut donc de service public. Donc du point de vue de la démarche, moi je trouve que j'ai senti un peu de la précipitation. Voilà, il n'y a pas eu une ouverture à ce niveau. Et maintenant, quand on lit le projet, en tout cas, quand même, il y a des éléments qui apparaissent, même un régime juridique de sanctions même qui est défini. Voilà. Maintenant, je me demande quel est le mécanisme qui sera mis en place pour faire respecter cette loi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et si je prends le cas de la presse, il y a quand même une institution chargée de la régularisation, de la régulation donc, des médias. Et aussi, il y a l'ASE qui est là pour veiller donc, à la bonne gestion financière des ressources de l'État. Mais pour ce qui est donc, de la neutralité et politique de l'administration, qu'est-ce qui a été mis en place comme dispositif pour assurer un contrôle, un suivi et même faire une évaluation à chaque fin d'année? Bon, je n'ai pas vu ça, ou peut-être que c'est moi, je ne suis pas informé. Voilà, donc c'est à ce niveau que moi je trouve quand même qu'il fallait accompagner et prendre aussi des mesures pour mettre un dispositif en place, un dispositif institutionnel pour le contrôle. Maintenant, et quand on lit le projet, et on s'est beaucoup focalisé sur les partis politiques. Voilà, partis politiques, voilà, il faut éviter de mettre des cellules en place, porter des effigies des partis, tout ce qui est symbole de partis et autres. Mais je n'ai pas vu quelque part où on parle des syndicats. Alors que dans l'administration, les syndicats sont plus représentés dans l'administration que les partis politiques. Et cela se comprend parce que c'est les lieux de travail dont les travaux sont organisés à travers donc, des associations revendicatives, voilà, pour faire porter donc, les problèmes auxquels ils sont confrontés et demander à l'autorité de trouver des solutions. Mais il se trouve que ici, c'est vrai, les partis politiques ont des cellules, mais les syndicats sont plus représentés. Or, ce qu'il faut relever, c'est que ces syndicats, pour la plupart du temps, ils ne sont pas politiquement neutres. La plupart du temps, ces syndicats sont des leviers des partis politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il faut indexer les partis politiques dans l'administration et fermer les yeux sur les leviers, là, en ce moment, je pense que, quand même, quelque part, il y a de la dénégation pratique. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je dis qu'il fallait aussi porter un regard sur les syndicats, parce que, de mon expérience de fonctionnaire de l'État, d'agent public, en tout cas, il m'a été donné à plusieurs occasions de voir même des syndicats qui exploitent même l'administration publique à des fins de règlement de comptes ou à des fins de nuisances interpersonnelles. Ça, c'est une réalité qui est là. Voilà. Et donc, du coup, il se trouve que lorsque ici certains syndicalistes accèdent à des responsabilités et d'État accèdent à des responsabilités au sein de l'administration, et tout de suite, ils utilisent l'administration pour servir les intérêts de leurs syndicats au détournement ici de leurs syndicats rivaux. Ça aussi, c'est un problème au sein de l'administration. Et c'est une réalité aujourd'hui. Donc, pour moi, quand même, on devrait faire un glissement pour aller vers aussi ces syndicats qui, par ailleurs, sont aussi des leviers des partis politiques et qui font le jeu des partis politiques. Il y a des syndicats même qui soutiennent même des décisions impopulaires même des gouvernants contre même les travailleurs. Ça aussi, on a vécu ça. C'est pas que dans je lis pas, c'est pas dans un journal que j'ai lu, même dans des livres. Ça, c'est des situations vécues dans le monde du travail. Donc, pour moi, il ne fallait pas se limiter aux partis politiques. Il fallait aussi s'étendre aux syndicats qui, eux aussi, sont dans une sorte d'articulation aussi avec la partie politique. Donc, entre le syndicalisme et la politique, il n'y a qu'une articulation. D'accord, vous mettez le doigt sur beaucoup d'éléments. Hein. Vous parlez de la procédure en elle-même, vous parlez du diagnostic, vous revenez sur la question des dispositifs même de contrôle. Et puis, pour vous, il ne faut pas seulement s'arc-bouter sur le politique, il faut essayer d'élargir les choses. Oui. Je vais d'ailleurs revenir à un autre qui est sur ce plateau, Tahirou Bari, qui est forcément le lien plus politique ici, hein, officiellement, on va dire ça comme ça. Vous, lorsqu'on parle là, on a changé un peu le champ sémantique, on parle plus de dépolitisation, on parle de neutralité politique. Ça a été voté par les 68 membres de la LT qui étaient donc présents et qui ont siégé. Sur le process, quelle lecture vous avez, comme je l'ai posé aussi à Olo Pépin, Yen, et puis pour vous, quelles peuvent être les insuffisances ou les bons points, hein, on dira. Bon, pour moi, tout ça, ce ne sont que des élucubrations de mots. Ça n'a aucune portée sur le contenu. Le plus important, c'est
l'application. Quel sera le sort qui sera réservé à cette loi? Surtout que nous savons que nos tiroirs sont remplis de bonnes lois. Nous avons par exemple la loi portant à répression et prévention et répression de la corruption, avec toutes ces belles formulations. Aujourd'hui, quand on fait le point sur l'application de cette loi, on est quelque peu déçu. Vous avez la loi sur le bail locatif. Jusqu'à présent, les citoyens sont toujours préoccupés par la montée en flèche des coûts de loyer. Il y a un certain nombre de dispositifs assez enchanteurs, mais qui malheureusement sont dans une certaine léthargie en termes d'application. Le général de Gaulle l'a dit, ce qui est écrit, fût sur un parchemin, ne vaut que par l'application. Et pour moi, c'est ça le vrai enjeu. Au-delà de ça, permettez-moi de revenir sur quelques observations de mon frère et ami Pépin. Je pense qu'il a dit quelque chose qui peut susciter des confusions si on ne prête pas attention. Le fait de dire que l'administration est au service du pouvoir politique me pose problème. Quand vous regardez la 013 portant statut général de la fonction publique, c'est clairement dit. L'agent public est au service de l'État. Donc, même s'il y a un processus électoral qui est engagé, même si ce sont des candidats issus des partis politiques qui compétissent, mais après les résultats, le président n'est plus président des militants de son parti, mais il est le président de tous les Burkinabés, donc de tous les citoyens. Et quand on se présente sous la bannière de l'État, on essaie maintenant d'apprécier à travers les fonctions, notamment les 3 fonctions. Les fonctions de régulation, les fonctions allocatives, les fonctions de distribution. Et c'est surtout au niveau des fonctions allocatives qu'on met en évidence le rôle de l'administration en tant qu'instrument de promotion du service général, de promotion et de satisfaction du bien commun. Donc si on dit que l'administration est au service du pouvoir politique, ça peut prêter à confusion. Deuxièmement, vous avez semblé regretter un peu la précipitation. Bon, peut-être qu'un certain nombre d'acteurs n'ont pas été suffisamment associés, je peux convenir avec vous. Mais c'est depuis 2015. 8 ans aujourd'hui. Le processus a commencé depuis 8 ans. Il fallait encore attendre combien de temps? Alors que le phénomène de la politisation de l'administration, c'est une grave réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne suffit pas de dire que le mot pose problème, on le remplace par le terme neutralité. Mais le problème est là, il faut regarder les problèmes en face. Quand on regarde les problèmes en face, on pose la dimension de la problématique à résoudre et maintenant on va aux solutions. C'est vrai que vous parlez de 2015, il y a eu des résultats d'un rapport qui disait que la perception c'était quoi? Je pense que le rapport aussi a été actualisé en 2022 et on nous parle d'un taux de 80% pour ce qui est de la perception que les Burkinabés ont de la politique. 84%, voilà, 84% de la perception qu'ils ont de la politique de notre administration est une réalité dans notre administration. Donc on fait bien de le rappeler ici. Il y a d'autres rapports, CGD et autres qui sont revenus là-dessus. Non, vous allez réagir tout à l'heure. C'est un premier tour de table. Je pense que même à côté de vous, celui qui va prendre la parole, vous l'avez déjà piqué. D'accord. Moussa Diallo, secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina. Vous parliez des syndicats tout à l'heure. Ok, merci. Voilà. Je voudrais dire que le titre dépolitisation me posait aussi problème. En tout cas, d'un point de vue de la philosophie politique, c'est un non-sens. Ok. L'État est constitué d'appareils. Celui qui détient le pouvoir d'État utilise ces appareils. De sorte que ce qui est mis en avant et ce qui devrait même être mis en avant, c'est la neutralité de l'administration. En tant qu'instrument entre les mains du politique, qui ne doit pas l'utiliser seulement pour satisfaire les intérêts de son parti. Mais de là à nier une essence politique à l'administration, c'est un non-sens. Donc pour vous imaginez par exemple que moi je suis président, j'ai une administration qui me dit je suis apolitique, si je dis d'appliquer des décisions politiques, en tant qu'administration je refuse d'appliquer par exemple. Est-ce qu'on peut avancer?
Je crois que tous les théoriciens sont clairs là-dessus. L'administration est le bras séculier du gouvernement. Un gouvernement qui ne peut pas faire fonctionner l'administration ne peut rien faire. L'intérêt général devient un non-sens. Comprenez-moi dans ce sens. Ensuite, je voudrais aussi préciser quelque chose. J'ai suivi tout le processus. Avant de venir ici, j'ai consulté les documents. Okay. Et quand j'ai lu l'exposé des motifs, et peut-être c'est une déformation professionnelle, je m'attendais qu'on dise il y a une politisation de l'administration, voici les causes, voici les conséquences, et quelles solutions on propose. Non. L'exposé des motifs ne revient pas sur les causes, sur les conséquences. On rappelle juste qu'il y a eu un rapport du Collège des sages, le MAEP, ainsi de suite, et on conclut qu'il y a une politisation sur la base d'une étude qui donne justement un taux de perception par les citoyens. C'est bien. Mais pour moi, la solution, les vraies solutions viendraient d'une étude sérieuse qui doite les causes de cette politisation. Et dès lors qu'on a les causes correctement identifiées, comme en médecine on le dit, si on fait un bon diagnostic, on trouve de bonnes solutions. Mais si on reste dans la généralisation, politisation, de mon point de vue, je reviendrai dessus, les solutions proposées ne seront pas efficaces. Parce qu'il y a beaucoup de concepts flous qu'on emploie et qui peuvent même prêter plus tard à des règlements de compte. D'accord. Docteur Abaka Sango, toujours dans ce même premier tour. D'accord. En tout cas, je partage certains du point de vue avancé. D'abord, l'administration, elle est soumise au pouvoir politique. C'est la Constitution qui dit le pouvoir politique et le gouvernement dispose de l'administration. C'est nécessaire, comme il a dit, pour que les mesures prises, les orientations des pouvoirs politiques puissent être mises en œuvre. Parce qu'en dernière instance, ce sont ces pouvoirs politiques qui sont élus, qui répondent directement du peuple. Le basculement des termes, à mon sens, montre que le phénomène n'a pas été bien appréhendé. C'est un test du point de vue de la légistique matérielle qui souffre de beaucoup d'insuffisances. Il a relevé. Je pense que cette question, on l'appréhende beaucoup de façon intuitive. Il n'y a pas une étude sérieuse. Et pour un régime qui est issu d'un coup d'État, qui est habillé dans les costumes d'une transition démocratique, lorsqu'un tel régime veut s'attaquer à un tel phénomène, pour moi, il aurait fallu qu'il y ait une étude sérieuse qui nous dise quelles sont les portes d'entrée de la politique dans l'administration, jusqu'à où l'administration est politisée. Parce que aussi par expérience, on peut dire qu'on exagère un peu. On a connu vous savez, on a pendant longtemps que le pouvoir politique est fortement, notre administration est fortement politisée. Mais juste au lendemain de la transition de 2014, l'administration s'est mise au service des pouvoirs politiques qui étaient là. Pour une administration qui est fortement politisée, ça ne peut pas se faire de la sorte. Les 2 derniers coups d'État qui se sont succédés, l'administration a pris acte. Pour moi-même, je suis en train de réfléchir là-dessus. Est-ce que la loyauté de l'administration vis-à-vis de la démocratie ne veut pas dire aussi qu'elle doit désobéir à des régimes qui sont issus de coups d'État? Mais ça, c'est une question que je me pose. Nonobstant cela, cette administration s'est mise au service des pouvoirs politiques, ceux qui incarnent aujourd'hui la politique, ceux qui ont accédé au pouvoir par coup d'État. En 2015, septembre 2015, le coup d'État de septembre 2015, mais c'est ça même, ces régimes qui se contredisent, puisque ceux qui ont accédé au pouvoir par le coup d'État de septembre 2016, l'administration s'est tout de suite mise à sa disposition à travers les secrétaires généraux, avant qu'il y ait une contestation. Non, je pense que notre administration est beaucoup plus une administration de légitimation, ce qui est du reste le rôle de l'administration. L'administration est là pour servir les pouvoirs politiques, pour servir l'intérêt général déterminé par les pouvoirs politiques du moment. Bien entendu, il y a des portes d'entrée de la politique dans l'administration. Ces portes d'entrée peuvent résulter du fait que les fonctionnaires eux-mêmes se politisent
Parce que c'est leur droit d'appartenir à un parti politique, c'est leur droit de concourir à des élections. Donc, ils entrent par la politique par ces portes-là. Mais également parce que aussi les hautes fonctions sont occupées souvent par des politiques. Les fonctions de ministre, les grands postes de directeurs généraux dans l'administration, ces choix-là sont fondés souvent sur un critère politique. Mais la grande masse des fonctionnaires est recrutée par le biais du concours. La grande masse est recrutée par le biais du concours. J'ai l'impression que le phénomène est réel, le phénomène est exagéré. Et ce qui est fait, vous avez vu, il a soulevé le problème. Dès qu'on glisse sur la neutralité concerne aussi les syndicats. Mais comme il n'y a pas eu une réflexion sérieuse en amont, c'est au moment de l'adoption, on dit, ah bon, on ne peut pas parler de dépolitisation. Hein. On va parler de neutralité. Par conséquent, ça ne prend pas en compte certains aspects. Mais pour terminer, une loi aussi, quelle est l'utilité d'une loi si d'autres lois avaient déjà pris en compte la question? C'est vrai que ça revient très souvent. Voilà, ça pêche aussi. La loi 081 avait résolu beaucoup de questions. Le code pénal, le dernier code pénal, a pris en compte certains aspects. Et mieux, quand vous prenez notre constitution, l'article 55 de la constitution, voilà, et si une étude sérieuse avait été faite, pour moi la réforme, là, elle aurait dû partir de là. L'article 55 a été révisé en 2012, qui dit que l'Assemblée nationale peut exercer un contrôle sur les nominations du chef de l'État. C'est parce que c'est pas ces nominations en réalité que l'administration est politisée. L'article 55 dit que l'Assemblée, parmi les pouvoirs, les nouveaux pouvoirs qui ont été reconnus à l'Assemblée nationale en 2012, c'est que l'Assemblée pouvait, comme le Sénat américain le fait, et comme aussi les Français l'ont introduit dans leur constitution en 2008, que le Parlement peut exercer un contrôle sur les nominations. Mais une loi devrait venir définir ses fonctions et les modalités de ce contrôle. Je crois que la porte d'entrée de cette réforme-là aurait dû être cette possibilité que l'article 55 offre. Bon, je vais m'arrêter là pour permettre à d'autres. Oui, d'accord. C'est vrai que tout à l'heure, tout le monde a ressorti la question du diagnostic. Et c'est vrai que quand on a vu l'argumentaire, il a été rappelé un certain nombre d'éléments. Il y avait le rapport je pense, c'est 2015, révisité en 2022 dont je parlais. Il a été évoqué celui le travail du Collège des sages de 99, ramené aussi le rapport du MAEP de 2009, si ma mémoire est bonne, et d'autres rapports du CGD. Concernant par exemple celui révisité, je parle 2015 et en 2022, la politisation de l'administration publique burkinabé se manifeste entre autres par l'existence de cellules de partis dans les services publics, l'existence de regroupements politiques et régionalistes dans les services, le port d'habits, je me retrouve aux couleurs d'un parti politique, les sanctions, les persécutions des agents qui ne sont pas du parti majoritaire, les faveurs et promotions sans compétences fondées sur l'appartenance politique, les absences au poste pour activité politique sans autorisation, et ils ont cité, ça vient à l'appel. Tout à l'heure, je reviens à Tahirou Bari, qui dans le premier tour de table a dit clairement la politisation de l'administration, c'est un fait. Il ne faut pas qu'on le jette du revers de la main. C'est cette réalité-là qui est dépeinte ici. C'est peut-être le mal qu'il faut combattre. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on se comprenne. D'accord. Quand je dis que l'administration ne doit pas être vue comme étant au service du politique, c'est pour essayer d'éviter un certain nombre d'amalgames. Okay. L'article 45 de la 081 dit quoi? L'agent public est au service de l'État. Pourquoi ils n'ont pas dit au service du pouvoir politique? Donc, les concepts ici ont leur implication. C'est parce qu'on a toujours pensé que l'administration est au service du politique, que le politique pense à tort qu'il a le droit de nommer qui il veut sans considération ni des compétences, ni des talents, ni de la probité. Donc, l'agent public qui est dans l'administration, qui exerce à titre professionnel une mission de service public, donc concourt à la mise en œuvre des attributions de l'administration. Ça veut dire qu'il sert l'État. Mais au niveau des processus de compétition électorale, on peut avoir des candidats qui sont indépendants. Pépin, je ne vous connais pas comme un militant d'un parti politique. Vous pouvez venir comme candidat indépendant
et diriger le Burkina Faso. Mais est-ce pour autant que nous allons conclure que vous êtes là pour faire le jeu politique? Je ne sais pas, moi c'est les termes, les concepts qu'il faut clarifier. Je vais permettre à Pépin qui a été interpellé directement de réagir. Après, je viens vers vous, docteur. Non, enfin, je comprends ce que M. Tahirou Barry pose comme problème, mais quand il parle de l'État, l'État est géré par un pouvoir politique. Et ce pouvoir politique a un personnel politique. Le gouvernement, c'est une instance politico-administrative. D'où l'administration ici traduit à travers des actions, des décisions issues des pouvoirs politiques qui sont souvent même prises en dehors de l'administration elle-même. C'est ça la réalité. Donc l'administration est au service du politique. Maintenant, si on admet que dans un système politique, qu'il y a une compétition politique entre des groupes organisés pour accéder ici, c'est-à-dire à la gestion du pouvoir d'État, mais comprenez que le parti qui va accéder à une certaine hégémonie sur l'ensemble de la classe politique puisse régenter l'État avec son personnel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc le problème que ça pose, peut-être qu'avec le débat, on va... Parce que pour que ce que la loi veut faire là, il faut qu'on trouve une articulation avec le système politique qui convient à ce que la loi veut faire dans ce pays. On viendra sur des propositions parce que les premières prises de parole ont amené des réactions. Alors que un régime clientéliste, ça dit qu'il peut, comment dirais-je là, appliquer cette loi. On reviendra là-dessus. Je voulais souligner que même les porteurs du projet eux-mêmes, ils sont en porte-à-faux avec le projet. Porte-à-faux entre leurs pratiques et ce qui est fait. Laquelle des pratiques? Si j'arrive. Sauf s'ils pensent que ils sont là pour travailler pour les autres. Toutes les nominations qui ont été faites par le MPSR, 1 ou comme 2, ce ne sont pas des nominations qui respectent. Quand je prends par exemple le cas des DG qui respectent quoi, la méritocratie terminée? Non, pas forcément la méritocratie. Vous savez, c'est un concept aussi flou. Voilà. C'est pas un problème. Ne serait que les procédures de désignation. Les DG des EPE, mais il y a les procédures. On a dit que c'est appel par candidature. Voilà, appel par candidature. Mais ça n'a jamais été respecté. Est-ce que Bassoma Bazié peut nous dire comment il a fait nommer le dernier DG de Carrefour? Sur quels critères il s'est appuyé? Entre deux cadres compétents, il s'appuie sur quoi? Il s'est appuyé sur quoi pour choisir? Non, je pense que souvent, le discours sur les plateaux de télévision et la réalité de la gestion du pouvoir, il y a un petit écart là-dedans. Il y a un petit écart là-dedans. Le MPSR 2 n'est pas le MPSR n'est pas le bon exemple. Pour moi, si ne serait-ce que pour être cohérent avec leur projet, ils n'auraient pas dû procéder à des nominations ou au moins respecter, ne serait-ce que pour les DG de certaines sociétés d'État, à l'exception des sociétés à caractère stratégique, mais le reste des DG des DPE là, c'est des appels à candidature. Le DG de l'ENAM qui l'a fait nommer, est-ce que c'est pas appel à candidature? On peut procéder. Sous le MPSR 2, c'était pire. On a vu les conséquences. C'est ce que je voulais souligner avant qu'on ait continué. D'accord, mais il y avait un autre point que Dr Lopépin avait sorti. J'ai dit que vous êtes le plus concerné ici. Il dit même quand on prend l'administration, vous les syndicats, vous êtes plus présents et plus présents. Notamment quand on connaît l'histoire et le parcours de Bassoma Bazié, ça doit pouvoir indiquer que bon, c'est pas lui qui devrait incarner le bon exemple ici. En fait, je voudrais revenir sur les concepts de dépolitisation et de neutralité de l'administration. Vous préférez pas une en fait, j'insiste là-dessus. Bon, allez-y, et après vous allez répondre à la question. Je vais revenir. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Quand on dit neutralité de l'administration, on ne devrait pas dire neutralité politique seulement. Quand on dit que l'administration est neutre, je reviens sur une convention de l'OIT, convention 111, qui porte sur la non-discrimination en ce qui concerne l'emploi et la profession. Et cette convention fixe des grands principes, que ce soit au niveau de l'administration publique ou du privé. Le premier sens de cette neutralité qui est prônée, c'est que l'État ne traite pas les agents qu'il emploie en fonction de leurs convictions idéologiques, religieuses, politiques, racistes, tout ce que vous voudrez. Ce qui compte, ce sont ses compétences. Si on a besoin de ses compétences, on le prend. Si on n'en a pas besoin, on ne le prend pas.
C'est la première orientation. Deuxième orientation, l'agent qui est employé par l'État reçoit des usagers de l'administration publique. Il ne doit pas accorder des faveurs à quelqu'un parce qu'ils sont du même parti, parce qu'ils sont de la même religion, parce qu'ils ont les mêmes convictions idéologiques, et j'en passe. De mon point de vue, si on s'était focalisé sur cet aspect, on gagnerait beaucoup et on éviterait des supputations inutiles. Du reste, les autres aspects qui sont dénoncés ici, pour moi, c'est une question de mal-gouvernance ou de bonne gouvernance. Ces concepts-là existent, non? Quand on parle de nomination, de cousins, de frères, de népotisme, c'est un travail de la gouvernance. Est-ce que c'est autorisé? D'ailleurs, le docteur avait dit qu'il y a beaucoup de dispositions déjà qui existent, qui permettent de recadrer ce travail de la gouvernance. Mais pourquoi on les laisse? Quand vous prenez l'article 44 de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, c'est clairement dit. On ne doit pas mettre effectivement des cellules politiques. L'administration et l'agent, ça il est revenu sur ça, l'article 45 là, l'agent public de l'État doit éviter de recevoir ou d'accorder des faveurs en fonction de ceux qui sont en face de lui. C'est ça l'idée de neutralité. De mon point de vue, si on était allé sur cette base, on éviterait beaucoup d'écueils. Maintenant, pour revenir à la question de la syndicalisation de l'administration. En fait, ça aussi, moi je préfère partir des textes. Si vous prenez la Convention 87, tout comme la 111 que je viens de rappeler, ce sont des conventions fondamentales de l'OIT. De votre appartenance même à l'OIT, que vous les ratifiez ou pas, vous êtes tenu de les respecter. Alors, la Convention 87 donne cette possibilité à tout travailleur de choisir librement, de créer ou d'adhérer à un syndicat dans l'administration publique comme dans le secteur privé. Mais le Burkina l'a ratifié. Notre constitution reconnaît le droit aux travailleurs d'adhérer au syndicat. Donc il faut faire attention au concept. Il décrit un problème qui est connu, mais qui n'a pas été réglementé. Donc s'il n'y a pas eu de légifération pour dire il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre, bon, je ne sais pas. Si on se met à dépolitiser ou plutôt à désyndicaliser, comme on le dit l'administration aujourd'hui, on aura à s'expliquer à d'autres instances, parce qu'on s'est engagé à permettre aux travailleurs de choisir librement de créer ou d'adhérer au syndicat. D'accord. Je pense que vous avez eu votre pause. Oui, et par rapport à ça, moi je ne pose pas le problème comment dirais-je là, de l'existence des syndicats dans les administrations. Je comprends, comme au MPC, on parlait de monter en puissance de l'armée au sein de l'administration. C'était un peu ça. Oui, je ne dis pas que les syndicats ne doivent pas exister. Les syndicats ont droit, c'est-à-dire qu'il y a une existence dans leur administration, dans leur lieu de travail. Ça, c'est des conventions que nous avons ratifiées. Comme il a rappelé, je pense qu'il est mieux placé pour nous donner des éléments précis. Mais dans la pratique syndicale, dans la pratique militante, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'on reproche aux partis politiques, on retrouve ça aussi au niveau des syndicats. Dans le champ syndical, c'est un champ de concurrence. Les syndicats sont dans des rivalités, dans des concurrences. Et il y a des syndicats qui ne sont pas politiquement neutres, qui sont des leviers de partis politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans leur rivalité, lorsque, c'est-à-dire qu'un syndicat ou un syndicaliste arrive à une responsabilité au niveau donc de l'administration, il l'utilise, il retourne l'administration contre ses rivaux. Ça, c'est des faits qu'on vit chaque jour. Voilà. C'est pas un journal qui a relayé. Ça, c'est ce que nous avons constaté dans l'administration. C'est une expérience que nous avons vue. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est pour justifier qu'il ne fallait pas qu'on se limite ou on se cantonne au niveau des partis politiques. Moi, je ne défends pas les partis politiques. Au contraire, sur ce plateau, je suis beaucoup plus critique envers les partis politiques. Mais il fallait aussi prendre en compte les syndicats. On va recentrer sur le projet de loi. Vous disiez à un moment donné tout à l'heure que ça risque même de ne pas fonctionner lorsqu'on est avec, par exemple, des pouvoirs qui fonctionnent sous le clientélisme et bien d'autres éléments. Pourquoi? Comment? Oui, mais dans un système clientéliste où déjà on permet
à des partis politiques d'aller en compétition électorale, donc pour conquérir le pouvoir d'État. Mais celui qui vient au pouvoir, mais il a un personnel politique, il y a des militants ici qui animent le parti et qui doivent exercer le pouvoir politique. Mais vous pensez que ce parti-là, dans ce système clientéliste, va laisser ses militants et puis aller choisir d'autres personnes parce que on a vu avec le MPP, et même ici Émile Paré l'a soulevé, mais à un certain moment, il y a des militants historiques au sein du MPP qui avaient commencé à donner de la voix pour dire ici qu'au lieu de mettre les militants de les nommer on préfère prendre des gens de la périphérie qui ne sont même pas des militants sur la base, c'est-à-dire de leurs compétences technocratiques, les substituer aux militants des partis politiques au niveau des organisations. Ça a été un problème au niveau de MPP. Et c'est pour ça même certains estiment que Roch même a dirigé le pouvoir sans son parti politique. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas la promotion de ses militants, il ne faisait pas exclusivement la promotion de ses militants dans l'administration. Mais cela est dû à quoi? Mais c'est la nature du régime politique dans lequel nous sommes. Un régime fondé sur le clientélisme, il est difficile que si le parti qui gagne les élections arrive au pouvoir, c'est-à-dire qu'il écarte le clientélisme dans la gestion de l'administration. Bon, c'est vrai que vous parlez de clientélisme. Moi, j'ai revenu vers Tahirou Barry. Oui. On sait que quand on part à des élections, on part sur la base d'un programme, on part sur la base d'une vision. Et cette vision-là, c'est pas vous seul qui avez battu campagne qui allez la porter. Et quelquefois, c'est là se trouve la ligne qui est difficile. En qui on a confiance pour impacter de la meilleure des façons et pour épouser la vision qui est la nôtre dans son exécution, dans son accompagnement, jusqu'à des degrés possibles. C'est là la nuance. Est-ce que ça aussi, à un moment donné, il faut en vouloir aux politiques de prendre parmi les plus méritants celui qui épouse le mieux sa vision et de l'accompagner? Ok. Vous avancez une théorie que certains acteurs politiques mettent en avant sur cette fameuse notion de loyauté. Bon, c'est le système. C'est ça. C'est ça la loyauté. Mais loyauté veut dire quoi? Est-ce que loyauté veut dire fidélité aveugle? Est-ce que loyauté veut dire de façon systématique adhésion à tout ce qui est proposé? Non. Loyauté, c'est en réalité la fidélité aux règles d'honneur, de probité, d'honnêteté, de droiture. Donc, lorsque vous battez campagne sur la base d'une vision, et qui dit vision parle de valeurs, vous vous appuyez sur des valeurs, et parmi ces valeurs, il y a les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, la vérité. Donc, vous ne devrez pas systématiquement faire appel à ceux qui ont battu campagne pour vous, pas systématiquement. Je prends mon exemple. Quand j'ai été ministre de la Culture, lorsque je suis venu, j'ai maintenu mon secrétaire général. J'ai maintenu mon directeur de cabinet. J'ai maintenu tous mes agents de sécurité. Les anciens agents de sécurité ont été maintenus. J'ai maintenu mes chauffeurs. J'ai même maintenu ma secrétaire jusqu'à ce que Feu Salif Diallo fasse appel à celle-ci afin que je la remplace. Donc, nous ne voyons pas systématiquement une forme de récompense lorsque vous êtes appelé à occuper une direction pour accomplir une mission de service public pour satisfaire l'intérêt général. Donc, premièrement, il faut qu'on sorte de cette notion de loyauté. Il y a également, je ne sais pas c'est qui a parlé du spoil system. Bon, c'est moi, je dis spoil system. Le spoil system américain. Mais là, ça y est une histoire. Et l'histoire, c'est quoi? Et ils se sont fondés sur la coutume militaire romaine, qui consiste à dire le vainqueur partage le butin. Mais est-ce qu'on peut déporter ça dans l'administration? Vous avez vu que le spoil system a été aboli en 1883, lorsque par exemple un des militants même du président l'a assassiné parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sorte dans ça. Mettons en avant les principes de compétence, d'équité, de droiture, d'expérience pour faire appel aux meilleurs citoyens du moment afin d'aider à exécuter la vision
que vous avez proposé au peuple. C'est cet effort qu'il faut. Est-ce que c'est la réalité des choses? Donc, docteur, vous aviez tout à l'heure, vous le ressortiez aussi. Peut-être que tout à l'heure, avec les exemples que sortait tout à l'heure le ministre, il y a beaucoup d'éléments. Il parlait de ceux qui l'entourent, on connaît. Il y a le gouvernement qui est très politique, il y a la fonction administrative, la fonction gouvernementale, la fonction administrative. Il y a un genre d'interface qui est le cabinet ministériel. Quelquefois, des fois, la ligne rouge, elle va jusqu'à dans la fonction administrative. Peut-être que c'est là le débat est en train de se poser aujourd'hui. Jusqu'à quel niveau? Et est-ce qu'il ne faut pas comprendre que même jusqu'à la fonction administrative, le politique continue de pousser un peu la ligne? C'est la question. Non, moi je comprends. Avant de développer, moi je souhaite que les tenants actuels du pouvoir aillent jusqu'au bout de la réforme. Voilà. Même les entreprises à caractère stratégique, s'ils veulent nommer dorénavant des gens, que ce soit par concurrence. Voilà, ça va donner du sens à la réforme. Maintenant, moi je suis d'avis avec vous qu'il y a des fonctions de l'administration qu'on considère comme étant des fonctions techniques, mais qui sont à la fois politiques et techniques. Les fonctions qui sont identifiées dans la loi, je trouve qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont à la périphérie du politique. Pour moi, un secrétaire général, ce n'est pas seulement un technicien. Quand un ministre vient du Conseil des ministres avec les orientations du chef de l'État, la première personne qu'il appelle dans son bureau, c'est son secrétaire général. Voilà ce que le président a dit. Donc la volonté du président élu, il faut qu'on la traduise en politique. Il faut qu'on la traduise en action. Il appelle son directeur général. Voilà ce que le ministre m'a confié à la sortie du Conseil des ministres. Ces fonctions-là, beaucoup qui sont identifiées, on appelle en droit comparé français des fonctions à la disposition du gouvernement. Ceux qui les exercent, ils aident à la prise de la décision gouvernementale. Par voie de conséquence, le choix de ces personnes-là, ça ne peut pas ne pas se faire à un moment donné sur une base partisane. Mais il faut que ce soit des gens compétents. Parce que ce que Taïrou dit, c'est à l'intérieur d'un parti qui gouverne. On ne choisit que des gens compétents, intègres, mais le problème ne se pose plus. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une dérive où on a fait appel à des gens dont la compétence était contestable. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas ce parti politique qui va gagner les élections présidentielles, qui va aller chercher les militants de la CGTB et pour exercer les fonctions les plus importantes au sein des départements ministériels. Non, ça ce n'est pas vrai. Ça n'existe dans aucun système. Aux États-Unis, lorsque le Sénat exerce un contrôle sur les nominations du président de la République, ce n'est pas pour dire au président de la République de ne pas nommer un militant de son parti. Non, c'est de s'assurer que le militant que le président veut nommer, c'est un militant compétent, c'est un militant intègre, c'est un militant qui peut assumer les charges qui lui sont confiées. Sinon le reste, il n'y a pas d'exemple. Maintenant, on est allé trop loin. On va rendre ingouvernable l'État. Voilà pourquoi je suis convaincu que à l'issue des élections de 2024, le premier test qui sera abrogé là, c'est ce test-là. Bon, c'était même ma dernière question en termes de tour de table. Okay. Pour vous, quel est le sort qui sera réservé On n'est pas des jeteurs de colis ici. On n'est pas des jeteurs de colis. Mais si on est dans une logique de recherche de solutions efficaces, on peut trouver. D'accord. Et quelqu'un a parlé de la démarche. C'est pas qu'on s'est précipité, mais j'ai vu un communiqué du ministre qui disait qu'il y avait des tractations souterraines pour faire retirer le projet. Si, un communiqué, oui. Voilà. De mon point de vue, je n'aurais pas procédé comme ça. J'aurais demandé à ceux qui ont des récriminations sur le texte de venir, on va discuter. S'il y a des arguments pertinents, on les prend en compte. Puis c'était toujours un projet sur la table de l'Assemblée. Et donc pour vous, quels sont les grands manquements? Qu'est-ce qu'on devrait corriger là pour que ça c'est ça, je dis, si on fait le bon diagnostic et on a identifié des problèmes de malgouvernance, ce sont ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Et vous savez, on a discuté sur fonction publique et fonction politique et fonction technique. Oui, on peut faire un effort pour dire il y a des fonctions que quelqu'un qui n'est pas militant peut assumer et travailler à servir l'intérêt de l'État. S'il est compétent, il peut le faire.
Mais il y a des fonctions aussi, même s'il est de bonne foi, ça ne suffit pas. Parce qu'on a besoin de cette loyauté à la vision qui m'a amené au pouvoir. Je prends un exemple pratique. Moi, je suis libéral. Ça sera pour terminer. Je prends mon pouvoir. J'ai fait appel à Pétain qui est un communiste. Non, qui est un communiste. Je prends l'exemple comme ça pour que vous voyez. Parce qu'il est compétent. Je ne suis pas communiste. Non. On va terminer rapidement par ça. Il peut venir me dire qu'il n'est même pas d'accord avec tout ce que je propose. C'est pour ça qu'il y a des fonctions éminemment politiques. C'est le dernier tour de table. Éminemment politiques auxquelles il faut les donner plutôt, ces fonctions éminemment politiques doivent être confiées à des militants compétents, qui ont la compétence, donc des fonctions mais qui ont aussi identifiées. la loyauté, oui. Mais notre constitution même dit, il y a des fonctions de nomination là, qui se relèvent des prérogatives du chef de l'État. D'accord. Il y a d'autres fonctions subsidiaires qui peuvent être pourvues par appel à candidature et autres. Donc je vais dire, pour terminer, comme vous parlez de solutions, pour moi, il y a nécessité que l'on reconsidère la démarche pour continuer à consulter, pour affiner ces textes-là. Parce que j'avais dit, je pensais qu'on allait avoir le temps de revenir sur des détails. J'ai lu des expressions pour moi qui sont totalement confuses. Si je prends par exemple une expression comme les affiches à caractère politique ou à caractère idéologique, ethnique ou régional à des fins politiques ou partisanes sont interdites. Qui apprécie tout ça? Ok, on le comprend. Docteur Olo Pépin parlait d'ailleurs des dispositifs de contrôle. Oui, allez-y. Oui, avant de parler du dispositif, je voulais réagir par rapport à la question de la vérité que pose. Oui, dans le premier plateau. Oui, moi, c'est ce que je disais là. Tout dépend de la représentation que l'on se fait de la politique ou du pouvoir politique. Si le pouvoir politique, c'est un gâteau qu'il faut partager, mais on ne peut pas ici éviter le clientélisme, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc il faut ici qu'on change ici de représentation, c'est-à-dire que en ce qui concerne la politique c'est quoi? Est-ce que c'est un moyen pour accéder, c'est-à-dire à un certain niveau de l'État, et puis c'est-à-dire que prendre sa part de gâteau? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où déjà que le problème se pose. Et c'est ça qui oriente ici tout le comportement, de tous les comportements qu'on est en train de relever ici. Maintenant, je dirais que comme il a dit, il faut poursuivre la réflexion, élargir la réflexion pour faire un diagnostic sérieux, clair, et maintenant essayer de proposer des solutions et mettre un mécanisme de contrôle en place, un dispositif institutionnel avec une autorité en charge donc de faire appliquer la loi et de veiller à son application au sein de l'administration. Sinon, ce qu'on vient de faire, mais cette loi risque d'être une simple eau versée sur des plumes de canards. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, sans un mécanisme de contrôle, une autorité chargée de contrôler et de mettre en œuvre cette loi, je pense que ça va poser problème. Maintenant, oui, il n'y a pas que la politisation de l'administration. Pour terminer par ça, mais il y a aussi le fait que des agents publics aussi instrumentalisent le pouvoir public, sur le moins détournent le pouvoir public à d'autres fins. Et ça fait que l'État est obligé, c'est-à-dire quand on envoie l'État en justice et l'État est condamné, c'est l'État qui supporte les frais de réparation de préjudice. Et ça monte à des milliards par an. Dans un contexte de pénurie où on a en train de rechercher l'argent, moi je pense que l'AGE doit pouvoir ici se saisir de cette question pour trouver le mécanisme, le moyen de faire en sorte que celui qui va instrumentaliser l'État, les structures de l'État, à des fins personnelles, à des fins de règlement de compte personnel, et que cet acte est préjudiciable à l'État, de sorte que l'État est obligé ici de compenser financièrement ce préjudice, il faut automatiquement appliquer l'action récursoire sur cette personne, cet agent public, afin que l'État puisse recouvrer ici ses fonds. Parce qu'aujourd'hui, l'action récursoire n'est pas systématiquement appliquée de l'administration. Et par an, je ne sais pas c'est quelle année où l'État avait perdu près de 7 milliards, 8 milliards de francs CFA pour ces questions-là. Je crois qu'il faut éviter de tomber dans le fatalisme. On le sait, le plus long voyage commence toujours par un pas. Et c'est pourquoi il faut saluer l'adoption de cette loi. Notre administration est malade. Et elle a été longtemps malade. La politisation est une triste réalité. L'administration n'a fait que faire la promotion
des personnes de peu de vertu, des paresseux, des délinquants économiques, simplement parce qu'ils ont accompagné un régime pour la conquête du pouvoir. Il faut arrêter cela. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut également préciser ma pensée. Contrairement à ce que certains semblent dire, je n'ai pas dit que la loi destitue le chef de l'État et le Premier ministre de leur pouvoir discrétionnaire de nomination aux hautes fonctions civiles et militaires. Je n'ai pas dit ça. Ces prérogatives demeurent. Mais il faut l'encadrer. Et l'encadrement passe par la distinction entre fonctions stratégiquement politiques de la haute administration et fonctions techniques. Donc il faut faire l'effort de définir. Et c'est pourquoi nous attendons le sort qui sera réservé au décret portant conditions de nomination à ces fonctions techniques. C'est là que se situe tout l'enjeu. On finit avec Dr Aboubakar Sango. Vous disiez... Moi, je pense que ce phénomène-là, il est inhérent à l'action politique. Il faut travailler à réduire ses effets. Pour moi, on aurait dû partir des perspectives qu'offre l'article 55 de la Constitution, qui dit que le Parlement exerce un contrôle sur les nominations du chef de l'État. Une loi doit identifier ses fonctions et les modalités de ce contrôle. Faisons l'exercice. Quelles sont les fonctions les plus importantes au sommet de l'État sur lesquelles le Parlement peut exercer un contrôle? On identifie ces fonctions. On définit les modalités, de sorte que la commission qui va faire ce travail-là ne soit pas sous la coupe du parti majoritaire. On peut trouver un mécanisme où la commission est présidée par l'opposition et puis les membres là seront désignés de façon égale. Pour le reste, faites confiance aux politiques, aux autorités de nomination, qui du reste, à mon sens, souvent cherchent un équilibre. Vous savez, lorsque vous travaillez, et puis votre position politique là n'est pas marquée, lorsque on ne sait pas que vous êtes militant d'un parti politique, lorsque vous êtes un cadre compétent, dont la neutralité politique peut être présumée, votre promotion est faite. Voilà. Généralement, c'est les cadres dont la neutralité politique est difficile à présumer, qui ne sont pas promus à ces postes dits de nomination stratégique. Mais qui du reste, pour moi, c'est normal, c'est bon, que chacun assume ses choix. Si vous êtes du parent et que le parti qui est au pouvoir est un parti néolibéral avec d'autres valeurs, si on ne choisit pas vos militants, vous ne devrez pas en souffrir. Battez-vous pour prendre le pouvoir. On l'aura compris. Le pouvoir, voilà. Merci bien d'être passé et d'avoir apporté vos éclairages. Et on a pu regarder à travers vos prismes. Parce que la vérité, c'est lorsque tout cela aussi, quoi qu'on dise, se rejoint. Et ça permet aussi à nos téléspectateurs de mieux apprécier. Merci à vous, Dr Aboubakar Sango, d'être passé. Je rappelle que vous êtes maître assistant de droit public à l'UFR Sciences juridiques et politiques à l'Université Thomas Sankara. Merci à vous, Moussa Diallo, secrétaire général de la CGTB, Confédération Générale du Travail du Burkina. Merci à vous, Dr Olope Penyen, d'être passé, sociopolitologue, chercheur au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique. Et merci à vous, Taïrou Bari, président du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance. C'était le premier plateau pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. On va poursuivre ce journal avec à présent un autre élément. Dr Abdul Karim Sango, qui a animé une conférence de presse au profit des élèves du complexe scolaire Espoir Tegawende. La thématique était contribution de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. L'initiative est de la fondatrice de l'établissement scolaire. Il s'agit d'Adolphine Zinsone. Un reportage qui est signé Alexis Wenkouni Belemnaba. Peuple consolidé au plan culturel résiste mieux aux chocs exogènes. L'extrémisme violent se sert de l'ignorance pour agir. Ce sont les points de vue de Dr Abdul Karim Sango. Des points de vue partagés au cours du développement de la thématique contribution de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Elle est développée au profit des élèves du complexe scolaire Espoir Tegawende face à l'extrémisme violent et aux conflits intercommunautaires qui mettent à mal le
le vivre ensemble des Burkinabés, nécessité s'impose de retrouver les valeurs de l'intégrité qui fondent la nation pour lutter contre ces phénomènes. La jeunesse étant l'espoir d'une nation, c'est l'idée qui sous-tend la transmission des valeurs de refondation aux élèves de cet établissement scolaire. La société traditionnelle burkinabé africaine était basée sur un socle de valeurs qui prévenait déjà la montée de l'extrémisme violent. Je parlais longuement de l'hospitalité. Je parlais longuement de la solidarité. Je parlais longuement de la tolérance. Mais ce sont ces valeurs qui ont permis de construire sur les 274 000 km² une société plurielle, une société multi-ethnique, où les gens, dans leurs différences, pendant des siècles, se sont acceptés. D'où vient-il que, subitement, des gens qui ont été éduqués à ces valeurs, tout de suite, commencent à développer des tendances de violence? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le cheminement de la société, il y a eu une rupture dans, j'allais dire, le processus d'éducation de la population. Une rupture dans le processus d'éducation, certes, mais pas impossible de retrouver les valeurs qui faisaient la force de la nation burkinabé, autrefois pays de l'hospitalité et la destination à ne pas manquer. Voilà pourquoi l'ancien ministre de la Culture propose des remèdes à cette crise. Une des solutions les meilleures qui s'inscrit dans la durée, c'est de refonder le Burkina sur le socle des valeurs culturelles, les vraies, véritablement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous vivions en autarcie, mais il nous faut donner du sens à ce qui a fait la force de ces sociétés, c'est-à-dire l'hospitalité, la solidarité, le respect des aînés, la tolérance, et ainsi de suite. À être fiers de leur identité burkinabé, à être fiers de la culture, des valeurs civilisationnelles des différentes communautés auxquelles ils appartiennent. L'initiative est de la fondatrice de cet établissement scolaire, Adolphine Zinsonné, soutenue par la direction et l'association des parents d'élèves du dit établissement. L'idée est de contribuer à lutter contre ces fléaux qui gangrènent la société burkinabé afin que le Faso retrouve la stabilité, la vraie, pour se développer. Nous voyons ce que nous vivons actuellement au Burkina Faso. Il faut que nous interpellons nos enfants pour qu'ils évitent ce que nous vivons aujourd'hui. Nous espérons à un monde meilleur. C'est pourquoi il faut les sensibiliser, il faut les interpeller, afin que leur comportement de tous les jours amène la paix au Burkina Faso. L'unité dans l'unicité, la pluralité dans la diversité. C'est par l'acceptation de chacun avec ses qualités et défauts que le Burkina Faso sera meilleur, conclut le conférencier Dr Abdul Karim Sango. Retour sur ce plateau, on termine et on clôt ici la page politique de ce JDS et on ouvre notre page, c'est celle société. Et pour cette page société, on va d'abord aller à Garguin, quartier de Ouagadougou, pour placer les décors, planter les décors. Ce sont les populations installées sur la bande servitude de la Sonature qui ont protesté contre l'opération d'arrachage de bornes et de marquage de bâtiments à démolir. Les habitants du quartier interpellent les autorités à privilégier le dialogue plutôt que la violence afin de trouver de meilleures solutions. Nous revenons sur leur point de presse. C'était le week-end dernier. C'est Maxime Jean-Eudes Bambara qui nous signe ce reportage. C'est une conférence de presse aux allures des mouvements d'humeur. Les populations du quartier Garguin de Ouagadougou, semées de quitter la bande de servitude de la Sonature, donnent de la voix et protestent contre l'opération de déterrement des bornes et de marquage des bâtiments à démolir menée par l'Office national du contrôle des aménagements et de construction ONC-AC. Eux, ils disent que la zone, c'est une zone Sonature. Les propriétaires terriens disent que jamais, ils n'ont jamais cédé cette zone à la Sonature. Il n'y a pas eu de conversation, il n'y a pas eu un préalable. Donc, ce n'est pas pour eux. Ils se trouvent dans un système de forcing. On est venu pour les déloger chez eux sans pourtant les avertir. Ils pensent que ce n'est pas bon. Et nous, qui sommes habitants
nous sommes venus payer les parcelles avec eux, où nous avons construit depuis 5 ans, nous habitons avec eux. Donc nous sommes devenus des habitants de Garguin. Bon, venir écrire sur nos murs de cette façon-là, nous trouvons que c'est la pire torture qu'on pourrait faire à quelqu'un qui a investi des grands investissements, puis ce sont des villas et des R+, et venir casser ça de cette façon, je pense que c'est pas juste et c'est pas correct. Si du côté de l'Office national du contrôle des aménagements et de construction, l'on affirme avoir prévenu les populations, pour ces dernières, il n'en est rien. Aucun avertissement n'a été donné et aucune consultation faite selon leur porte-parole Paul Benao. Mieux, ces habitants de Garguin disent avoir tenté en vain de rencontrer le ministre en charge de l'habitat et les premiers responsables de la Sonature. Même fois, les habitants d'ici et ceux de Balkoué, les villages environnants, ils ont été pour voir le ministre. Que ce soit le ministère, que ce soit la Sonature, à plusieurs reprises, ils n'ont pas été reçus. Ils n'ont pas été reçus, c'est ça qui a causé le problème de ce conférence de presse dans le but de trouver un terrain d'entente et pour que les plus hautes autorités puissent nous entendre et essayer de voir. C'est qu'ils n'ont qu'à chercher de l'entente. Si on veut entendre avec eux, ils ne nous reçoivent même pas. C'est la force même physique qu'ils sont venus faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors que l'Office national du contrôle des aménagements et de construction menace de procéder à la démolition des bâtiments et chantiers sur le terrain long de 12 km, le porte-parole des habitants de Garguin, Paul Benao, appelle les autorités à surseoir à l'idée de démolition et à privilégier le dialogue. Déménager pour aller où nous n'avons plus où aller. Et venir casser, c'est venir nous détruire. C'est de nous détruire. C'est comme s'ils venaient pour nous écraser et nous éteindre pour définitivement. De cette question de démolition, qu'ils mettent une croix là-dessus et qu'ils cherchent à échanger avec les habitants, à échanger avec les propriétaires terriens, les habitants, nous qui avons construit. On se trouve dans une situation de violence psychologique et de la torture. Voilà, et nous pensons que c'est pas bien. Je voulais aussi interpeller l'État à venir s'acquérir directement sur le terrain. Comment les gens ont fait pour acquérir les terrains là-bas? Parce que tu ne peux pas avoir un terrain dans la zone là comme ça pour y mettre une habitation. Ouedraogo Amadou est le propriétaire de cette maison R+1 qui a reçu la visite des agents de l'Office national du contrôle des aménagements et de construction. Il dit avoir acquis la parcelle en 2020 à 6 millions de francs CFA grâce à un prêt bancaire. Il évalue aujourd'hui la valeur de ses investissements à plus de 50 millions de francs CFA. Et c'est tout naturellement sous le choc qu'il voit sa maison marquée à démolir. Je me sens mal parce que toute ma famille est tombée malade. Mais moi-même, je disais tantôt que ma rentabilité au service a baissé. Parce qu'on ne peut pas être en train de servir l'État, servir la population et que on menace de démolir ce soir. Au début, il y avait un problème avec la Sonabel. Ce problème est résolu avant que je n'acquière. Parce qu'à un moment donné, ils avaient mis des croix rouges. C'est quand il n'y avait plus de problème, il y a eu cette entente-là entre la Sonabel et puis les sociétés ouvrières, les promoteurs terrain. Sans seulement, je me suis engagé à acquérir le terrain pour mettre autant d'argent. On ne va pas se laisser faire en tout cas, parce que moi, le jour qu'on va venir, soit je reste avec ma maison, soit ma maison reste. Ou bien nous tous nous restons. Ce terrain litigieux est traversé par les poteaux de haute tension de la Sonabel qui constituent une menace pour les populations riveraines. Mais à en croire le porte-parole des habitants de Garguin, les constructions sont faites dans le respect des consignes de la nationale d'électricité. Nous voilà donc le plein pied dans ce sujet-là. Je reçois, comme il est de coutume, pour m'accompagner sur les questions qui tirent un peu aussi sur l'économie, David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs de Truth TV. Merci David. Et ensemble, nous allons recevoir M. Yacouba Siko. Il est le directeur général de l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions. Bonsoir. Bonsoir. On a tous vu le reportage tout à l'heure, peut-être pour la plupart de ces des riverains ou des habitants de ce quartier-là. Parlant de l'Office national de contrôle des aménagements et de construction, c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance avec vous. On va faire de la pédagogie. C'est quoi les missions et quel est cet office-là? Alors je vous remercie déjà pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de l'Office national de contrôle des aménagements et de construction. C'est un établissement public de l'État qui a été érigé en 2021
par le gouvernement du Burkina pour prendre en charge des questions liées au contrôle des aménagements de construction. Alors cet établissement qui est né de la transformation d'une direction générale, en l'occurrence la direction générale du contrôle des opérations d'aménagement de construction, qui elle-même est née des centres d'une direction centrale du contrôle, a véritablement pour mission de s'assurer du respect des règles en matière de construction et d'aménagement. Et lorsque vous prenez l'article 6 de la loi portant code de l'urbanisme et de la construction, cet article a dit qu'il est mis en place une structure de contrôle pour veiller à l'application des textes en matière d'aménagement et de construction. Donc notre structure effectivement a pour mission de contrôler ces constructions-là et ces aménagements, qu'ils soient réalisés par l'État, par des personnes privées physiques ou des personnes privées morales ou par des démembrements de l'État. Donc notre rôle c'est de contrôler effectivement ces actions-là. D'accord, on le comprend. Et on a vu un élément tout à l'heure, hein, David. Oui, c'est ça. Bon, peut-être que comme on va rester peut-être dans la même dynamique de la compréhension, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées ici. Là, on parle d'une zone, il s'agit de la bande de servitude. Alors, si on revenait un peu sur cette zone-là, la bande de servitude qui fait l'objet aujourd'hui du déguerpissement, de quoi s'agit-il réellement ? Alors, la bande de servitude, c'est une zone publique. Je tiens à le préciser, c'est une zone publique. J'ai entendu dire, j'ai lu dans beaucoup de papiers que c'est la zone de la SONATUR. Non, la bande de servitude, c'est une bande publique, c'est une zone publique, comme la place La Nation, comme d'autres places dans ce pays. Alors, cette bande a été créée depuis 1990. D'accord. Voilà, il y a un kitty, le kitty 18057 du 28 septembre 90, qui définissait une zone d'aménagement spécial. Et cette zone d'aménagement spécial était un périmètre qui est situé à cheval sur les limites entre la province du Kadiogo et la province du Bazega, et délimité au nord par le lotissement de la Padoie, au sud par des terrains vagues, à l'ouest par la RN6, la route qui va vers Saponé, et à l'est par la RN5. Cette bande de servitude-là a été créée à travers les différents lotissements qui ont eu lieu. Et elle a une emprise de 200 mètres qui traverse tous les lotissements réalisés depuis 1990 jusqu'en 2017. Donc lorsque vous prenez le plan de lotissement successifs qui ont été réalisés dans cette partie de la ville, vous remarquez effectivement la continuité de la zone sur 200 mètres. Alors, il y a une ligne de haute tension qui est située en plein milieu de cette zone-là et qui, elle, fait une bande de 25 mètres de large, donc 50 mètres, du fait des dispositions de la Société nationale de l'Est de Burkina. Donc, le reste, les 75 mètres, effectivement, répondent, tout comme la bande de 50 mètres, au statut de zone publique. Donc c'est une zone effectivement publique qui est sous le coup des dispositions de la RAF 96 qui disposait que l'État était le propriétaire, en tout cas le dépositaire du domaine foncier national. Alors jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun document n'a été pris, en tout cas aucun décret n'a été pris pour abroger le kitty dont je vous ai fait cas tout de suite. Donc la zone effectivement c'est une zone qui répond toujours à cette disposition-là. Mais la SONATUR est toujours citée, qu'est-ce qu'il en est ? Alors la SONATUR est citée parce que la SONATUR c'est la structure qui est habilitée à gérer la zone en question. Comme au Ras 2000, quand vous prenez les lotissements limitrophes de cette bande de servitude, vous avez des lotissements qui ont été réalisés successivement par la SONATUR pour la zone A, la zone B, la zone C et même la zone de Saptoana dans la commune rurale de Gargaïche de Komsilga. Donc la SONATUR, du fait qu'elle est la société d'aménagement public de l'État, a été en tout cas autorisée à faire le lotissement de cette zone-là. Et cette disposition, c'est un arrêté conjoint du ministre en charge de l'administration du territoire et le ministre en charge de l'urbanisme qui donne la latitude à la Société nationale d'aménagement des territoires urbains de faire le procédé à l'aménagement. Mais je tiens à préciser que la SONATUR elle-même, à partir du moment où elle est une société d'aménagement public, elle est même régie par les mêmes dispositions. Vous ne pouvez pas voir la SONATUR engager des travaux d'aménagement d'une zone sans disposer au préalable d'une autorisation de lotir. Et c'est ce qui est le cas. Et quand on regarde l'élément, on se rend compte que c'est pas maintenant là que certains ont commencé à s'y installer. Des bornes, parce qu'on parle d'arrachage de bornes, bon, comment des gens arrivent à mettre de bornes, ça c'est déjà une question, puisque vous dites ça ne leur appartient pas. Deuxième élément, c'est qu'il y en a qui y sont depuis quand même assez longtemps. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on passe quelquefois, on constate et puis on laisse faire, ou bien il y a eu déjà des démarches pour au moins prise de langue, comprendre, et puis il y a une persistance. Expliquez-nous, parce qu'on est un peu surpris par ce qu'on voit. Alors déjà, il faut qu'on recadre les choses. Les populations sont victimes certainement de pratiques
de certaines personnes morales, des promoteurs immobiliers. Elles sont victimes, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que des gens ont acheté des terrains réalisés par des promoteurs immobiliers qui ne disposaient pas de l'autorisation de lotir. La loi est claire là-dessus. Dans son article 98, il est clairement dit que pour aménager, pour lotir, en tout cas, vous êtes obligé d'obtenir l'autorisation de lotir avant de faire toute chose. Alors, les promoteurs immobiliers qui ont réalisé ces travaux-là sont des promoteurs qui ont l'agrément du promoteur immobilier et donc qui sont régis par la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Et dans cette loi, il est clairement dit que vous ne pouvez pas engager une opération de lotissement sans disposer de l'autorisation de lotir. Alors, cette partie de la ville a commencé à être occupée en 2020. Et dès ce moment déjà, nous avons effectivement arrêté les premiers investissements qui étaient en cours. C'était des bornes implantées. Nous avons effectivement arrêté ces premiers investissements, convoqué les promoteurs immobiliers en question, attiré leur attention sur le fait qu'ils ne disposent pas de documents pour faire l'aménagement et les inviter à arracher eux-mêmes les bornes. Et le tout premier promoteur immobilier a effectivement, en 2020, depuis juin 2020, arraché les bornes, les placé au milieu du terrain. Et après, il est encore revenu et commencé à vendre des parcelles. Ça a donné effectivement des idées à d'autres promoteurs immobiliers qui ont investi. Et ces promoteurs-là connaissent la loi, ils sont au courant des dispositions de la loi, mais ils se sont fait utiliser, en tout cas, ils ont utilisé cet appel des populations locales, riveraines, là, pour venir implanter des bornes, prétextant le fait que ce sont les populations qui les ont appelés pour faire le travail. Alors qu'on sait, en tant que promoteur immobilier, l'agrément de promoteur immobilier n'est pas le document dont il faut disposer pour faire un aménagement. Il faut ça pour exercer l'activité, mais en réalité, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs, il faut les respecter. D'accord. Alors, quand on écoute aussi, c'est vrai que là, vous parlez de 2020, peut-être que c'est un dépassement. Certains vont jusqu'à 2017 même, disent qu'ils ont acquéri. Mais ce qui est le plus, ce qui marque ici, c'est que lorsque ces derniers, c'est vrai qu'ils citent les promoteurs immobiliers, ils citent les propriétaires terriens, mais ils citent aussi la municipalité. Dans de telles conditions, ceux qui sont directement touchés, ce sont les populations. Mais pourtant, on sait qu'il y a eu, vous l'avez dit, des démarches déjà en amont. Est-ce que des dispositions sont prises aussi pour sanctionner ces derniers? Parce que c'est vrai que les populations sont à la fin de la chaîne, mais c'est parti de quelque part. Oui, absolument. Je le rappelle, l'État n'est pas une structure, en tout cas un organe qui est là pour opprimer les mêmes populations qu'il tend à gérer, en tout cas donner le meilleur de bien-être possible. Alors donc, il y a effectivement des acteurs qui ont été identifiés comme étant fautifs. Ces acteurs-là identifiés, en tout cas la loi est claire là-dessus, les dispositions sont claires en ce qui les concerne. Et la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur en matière de promotion immobilière. En tout cas, nous allons appliquer la loi. Donc ça dit que ces promoteurs immobiliers seront sanctionnés à la hauteur des forfaits. Quant à la population, nous avons, sur les instigations de M. le ministre, nous avons effectivement reçu ces populations-là la semaine qui vient de s'écouler. Et effectivement, les échanges sont en cours pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on ne voudra pas faire payer des populations qui ont été victimes d'actes d'autrui, dont les promoteurs immobiliers. Donc en tout cas, le processus de dialogue est en cours pour identifier les goulots d'étranglement et éventuellement apporter des solutions bénéfiques à toutes les deux parties. Est-ce qu'on n'a pas aussi d'autres zones qui sont un peu concernées par ce genre d'imbroglio-là? On est dans je pense qu'on est dans une situation les gens parlent de crise de logement, d'autres parlent de bombes liées au foncier ou au retardement. Et tout ça, c'est du fait d'action anarchique, du fait d'action de certaines personnes, en tout cas qui ont reçu quitus de l'État pour engager des travaux au nom de l'État pour accompagner l'État. Donc, des zones comme la zone dont nous parlons existent. Vous avez Boussé par exemple, je donne le Boussé, vous avez Lumbila, vous avez Iawara à Cambouensin, vous avez d'autres zones qui sont effectivement occupées anarchiquement et qui ont été implantées. Il y en a beaucoup. Et pour elle aussi, c'est toujours la même dynamique, c'est discuter, trouver des justes milieux, parce que quoi qu'on dise aussi, c'est des familles. On a entendu le monsieur qui disait que bon, c'est peut-être celui qui va partir avec la maison.
Non, c'est ce que l'État n'a pas pour vocation de brimer un citoyen, en tout cas de créer des conditions exécrables aux citoyens. L'État a pour vocation de protéger l'individu. Donc, certainement, les discussions qui sont en cours permettront de voir quelles sont les voies et moyens, en tout cas les mesures les plus appropriées pour arriver à trouver des solutions qui répondent aux normes déjà, en tout cas sans ferme sur certaines dispositions, et des solutions qui n'empiètent pas, qui n'en briment pas les populations. D'abord, dernière question. C'est de comprendre, je veux reprendre l'une de ces questions, comment on en arrive là. Je veux dire, quand on prend le cas de ce monsieur qui a construit, il a bien commencé par une fondation, il a bien acquis son terrain, il a même parlé d'un problème en temps avec la Sonabel, mais on a laissé construire jusqu'à la fin pratiquement de son chantier. Est-ce que quelque part, l'État n'est pas indexé aussi, on n'a pas laissé aussi faire les choses et puis aujourd'hui on est devant les faits accomplis? Alors déjà, je dis qu'en 2020, quand vous prenez la zone concernée en 2020 jusqu'en 2020, jusqu'aux premiers aménagements, il n'y avait pas d'occupation de la zone. En tout cas, il n'y avait pas de bornes délimitant des parcelles et qui pouvaient être mises à disposition de certaines personnes. Il n'y en avait pas jusqu'en 2020. Alors que la bande de servitude, je vous l'ai dit, elle a été définie à travers les anciens lotissements de 2000 à 2017. Voilà, donc c'est une longue période au cours de laquelle les lotissements ont été réalisés. Donc ces zones-là ont été investies par des promoteurs indélicats, des parcelles vendues à des individus qui n'ont certainement pas pris la mesure de la situation, parce que tout simplement, lorsque vous voulez acquérir un terrain, il faut vous assurer quand même de l'existence matérielle du terrain, c'est vrai, mais il faut vous assurer qu'il y a une valeur juridique derrière. Voilà, un terrain, c'est un titre d'occupation de jouissance. Si vous ne pouvez pas, parce que ce que les promoteurs ont délivré à ces personnes qui ont acquis le foncier, là-bas, ne disposent pas de titre foncier, ne disposent pas d'attestation de jouissance. Donc, c'est des terrains qui ont été aménagés, et ces personnes ont été grugées certainement parce qu'ils ont reçu des documents qui ne sont pas reconnus juridiquement, et ils ont entamé des procédures de construction sans l'autorisation de construire également, parce que la loi dit qu'en tout cas lorsque vous voulez aménager ou construire, vous avez besoin des autorisations. L'autorisation en matière de construction, c'est le permis de construire. Le permis de construire, c'est un document que vous déposez au niveau de la maison d'entreprise, au centre des facilitations des actes de construire, et parmi les documents qui sont demandés dans votre dossier, il y a le titre de jouissance de propriété de la parcelle. À partir du moment où ces individus ne peuvent pas disposer de titre de jouissance de propriété de la parcelle, ils ont construit sur des terrains sans l'autorisation de construire, donc en dehors de toute disposition réglementaire en la matière. Donc ces populations s'exposent parce que tout simplement c'est des constructions qui n'auront répondu à aucune norme. Vous avez vu, c'est des tâcherons qui sont là-bas, il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. Donc c'est des constructions qui peuvent être des dangers pour ces mêmes populations. Voilà pourquoi nous disons que, et lorsque vous voyez la proximité avec la bande de service et la ligne de haute tension, les conséquences que ces populations courent, en tout cas les impacts qui peuvent être vécus par ces populations sont énormes. Ça va des nuisances sonores à des malformations, à des dangers de locution, et il y a tout ça. Il y a tout ça qui est le temps. Donc, quelque part, les promoteurs immobiliers ont fauté. Les individus ont acquis des parcelles rapidement, mais c'est ce que j'ai dit, le dialogue n'est pas rompu parce que nous les avons reçus et nous allons poursuivre les échanges avec ces derniers et sur l'instigation de M. le ministre de l'Urbanisme. D'accord. On l'aura compris et on espère que ce dialogue-là va se faire pour le mieux pour chacune des parties, en tout cas les personnes qui ont fait confiance et qui ont été grugés, et puis aussi que l'État aussi puisse continuer, parce qu'on ne peut pas rester à côté de ces lignes-là, ça devient aussi très dangereux, c'est une réalité. En tout cas, merci Yacouba Siko d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions. En tout cas, merci. Merci aussi à vous, David Nana. Merci, merci aux téléspectateurs. Merci. Et puis, comme annoncé en titre, nous allons avoir du sport, et c'est après cette transition. Et c'est ce reportage d'ailleurs qui va marquer le point final de ce JDS. On va avoir la 24e journée du championnat national de Ligue 1 qui a vu le face-à-face AS Police Asfa Yenega, très mal classés les deux, il faut le dire. Donc il leur fallait pour chacun une victoire pour un meilleur classement, parce qu'on est à la 24e journée, il n'en reste que 6. Et c'est la vieille dame qui fait la meilleure affaire en s'imposant par le score de 1-0. Le reportage est de Yacine Savadogo.
1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'ASFA Yenenga et l'AS Police. On dira le match des très mal classés. Dès l'entame, c'est la vieille dame qui met le pied sur le ballon. Ils obtiendront un coup de pied arrêté, mais Dieudonné nous fait voir son tir repoussé par le portier des policiers. L'ASFA Yenenga va multiplier les actions, comme ce ballon d'Ibrahim Koné qui est encore repoussé par le gardien. Sur ce centre de Cheikh Oumar Ouedraogo qui partait dans les buts, c'est encore le portier qui s'interpose. La mi-temps intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, l'ASFA Yenenga reprend les choses en main, tout d'abord avec cette frappe. À force de pousser, la vieille dame finit par trouver le chemin des filets sur cette tête de Richard Lété. Ils étaient tout proches même du deuxième but, mais c'est Daniel Sayon qui s'interpose encore pour la énième fois. 1-0 pour l'ASFA Yenenga au coup du sifflet final. Une bonne option pour son maintien. Je dirais bravo aux garçons, on n'a rien inventé au fait. Alors c'était de motiver les enfants, qu'ils croient en ce qu'ils font comme travail. C'est juste ça. Alors je vais leur dire bravo, bravo à tout le monde. Alors on sent que c'est les deux, alors, la zone en bas, alors, donc ça a fait que c'était vraiment engagé. Et le fait que l'AS Police a joué son premier match en Coupe du Faso, il a gagné. Alors il y avait pour l'objectif de gagner ce soir en championnat son premier match. Donc on était préparé pour ça au fait. Pour le mettre à penser des flics, le travail continue même si l'espoir pour le maintien est complètement perdu. Je pense qu'on a un peu trop respecté aussi l'ASFA. Voilà, c'est pas dit que c'était une équipe qui était supérieure à nous sur le plan d'animation du jeu. Mais maintenant c'est comme ça. Voilà, l'ASFA Yenenga en D2, c'est une catastrophe. Donc ils ont mis le paquet, ils nous ont battus, bravo à eux. Mais moi je pense qu'on va continuer à travailler pour avoir 1 à 2, 3 victoires. Parce que quand on regarde la D2, c'est déjà cuit. Mais on va se battre pour au moins valoriser l'AS Police. Ainsi, l'ASFA Yenenga prend une bonne option pour son maintien après cette victoire avant la prochaine journée. Notons qu'à la 25e journée, la vieille dame aura pour adversaire l'étoile filante de Ouagadougou, son éternel rival. C'est la fin de ce JDS, journal dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.